Paris, 5 mai 1986. Une atmosphère lourde pèse sur le quartier tranquille du 19e arrondissement. Il est un peu plus de 10 heures du matin et dans un petit immeuble de la rue Petit, une famille appelle les secours, affolée. La jeune Cécile Bloch, 11 ans, n'est pas descendue comme prévu pour aller à l'école. Sa mère monte, puis son frère. Ils ouvrent la porte avec leur double des clés. Dans une petite pièce de service, sous une couverture, le corps sans vie de Cécile est retrouvé, partiellement dénudé, ligoté, avec des traces de strangulation. Un drame, une scène d'horreur absolue dans ce coin paisible de Paris. Mais ce qui va marquer durablement les esprits, ce sont les mots de Luc, le frère de la victime. En partant ce matin dans l'ascenseur, j'ai croisé un homme étrange. Il avait la peau marquée, le visage grêlé. Un croquis est réalisé, un portrait robot placardé dans les commissariats. Un visage d'homme dans la trentaine, regard froid, expression neutre. Mais personne ne sait encore que ce visage sera celui d'un fantôme, un prédateur invisible, qui, pendant plus de 35 ans, hantera les couloirs de la police française. Et ce n'est que des décennies plus tard, dans un petit appartement du Grau-du-Roi, dans le sud de la France, qu'on trouvera une lettre posée près d'un flacon de médicaments et d'un corps sans vie. Le grêlé venait de se donner la mort, et pour la première fois depuis des décennies, il venait de révéler son identité. François Vérove, ancien gendarme, père de famille et tueur en série. Avant d'être le grêlé, avant de devenir cauchemar national, il y avait un enfant. Un garçon sans histoire, un jeune homme discret, poli, que personne n'aurait jamais imaginé capable du pire. François Vérove, né en 1962 à Gravelines, dans le nord de la France. Fils d'une famille modeste, il grandit dans un environnement apparemment stable, sans événements notables. Les témoignages d'anciens camarades ou voisins décrivent un enfant sans éclat, ni très brillant, ni turbulent. Un garçon ordinaire. À l'adolescence, il cultive déjà ce que certains qualifieront plus tard de double visage. En apparence calme, presque effacé, il se montre rigide, très soucieux de l'ordre et des règles, parfois autoritaire avec ses proches, mais rien qui ne dépasse vraiment. Très tôt, il ressent une attirance pour l'uniforme, pour l'autorité. À tout juste 20 ans, il s'engage dans la gendarmerie mobile. L'ordre, la discipline, la hiérarchie, il s'y sent à sa place. Quelques années plus tard, il rejoint la police nationale. Une mutation vers la région parisienne lui permet d'intégrer une unité de police, Paris. Nous sommes dans les années 80, une époque sans fichier ADN centralisé, sans caméras de surveillance omniprésente. Et François Vérove, désormais en uniforme, va basculer dans l'ombre. Milieu des années 80. François Vérove a un emploi stable, une femme, des enfants. Il vit à Paris, dans la vie active, au cœur d'une société en pleine mutation. Mais derrière les apparences, quelque chose se fissure. À cette époque, dans le secret de son esprit, une obsession macabre prend racine. François Vérove commence à observer, scruter, planifier. Il s'intéresse aux jeunes filles, aux adolescentes, aux appartements isolés. Il connaît les procédures policières. Il sait comment ne pas laisser de traces, comment maîtriser une scène, comment manipuler une victime sans éveiller de soupçons. Ce que personne ne voit, François mène une double vie. L'une en plein jour, père de famille aimant, fonctionnaire irréprochable. L'autre, plus sombre, surgit dans les interstices de la nuit. Il rôde dans les immeubles, s'introduit dans des halls, guette les ascenseurs, suit des jeunes filles dans les cages d'escalier. Et puis, il commence à parler. Pas à ses proches, non, mais à ses victimes. Des propos étranges, pervers, parfois presque enfantins. Lors d'une agression, il s'amuse à donner des surnoms absurdes à ses victimes. Il les domine, les humilie, prend le temps. Il n'agit pas dans une pulsion incontrôlée, mais dans un rituel glacialement méthodique. Plusieurs victimes signalent un homme à l'attitude étrange. Calme, autoritaire, sûr de lui, au regard vide, avec des marques d'acné anciennes sur le visage. Le type avait l'air de savoir exactement ce qu'il faisait. Il n'avait pas peur. C'est comme s'il savait qu'il ne se ferait jamais prendre. Et il ne se fera pas prendre. Pas tout de suite. Une fillette de 11 ans vit avec ses parents dans un immeuble tranquille de la rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris. Elle est en 6e, bonne élève,
douce, passionnée de musique. Ce matin-là, elle part pour le collège, seule comme elle le fait souvent. Mais elle n'arrive jamais en classe. Vers 10 heures, sa mère, inquiète, téléphone au collège. Cécile est absente. Elle appelle son mari, puis son fils, Luc. Ensemble, ils remontent dans l'immeuble, fouillent l'appartement, appellent à voix haute. Rien. Ils montent au grenier, puis descendent. Et là, dans une petite pièce, une sorte de local à encombrant au sous-sol, ils découvrent l'impensable. Cécile est là, allongée sous un tapis de bain, les mains liées, les vêtements relevés. Elle a été violée, étranglée, puis laissée là, comme un jouet brisé. La police arrive. Les techniciens de scène de crime prennent des photos, prélèvent des échantillons. Ils retrouvent des poils pubiens, des traces biologiques, des empreintes. Le tueur n'a pas été aussi prudent qu'il croyait. Mais en 1986, ces indices ne suffisent pas à identifier un ADN. La science n'est pas encore prête à mettre un nom sur ces résidus. Luc, le frère de la victime, fournit un élément troublant. J'ai croisé un homme étrange dans l'ascenseur ce matin. Il avait un regard bizarre et surtout, il avait la peau grêlée. Un portrait robot est diffusé. Un visage d'homme dans la trentaine, cicatrices d'acné, cheveux courts, regard froid, mais aucun nom ne sort. Et rapidement, l'enquête piétine. Le grêlé, comme les enquêteurs finiront par le surnommer, disparaît. Mais il ne s'arrête pas. Dans les mois et années qui suivent, une série de viols, d'agressions, parfois de meurtres, frappe Paris et ses environs. Les victimes sont jeunes, souvent mineures, parfois enlevées en plein jour. À chaque fois, le même mode opératoire. Intrusion dans un immeuble sécurisé, menace avec armes, ligotage méthodique, comportement sadique, froid, dérangeant. Et à chaque fois, les enquêteurs retrouvent la même signature génétique. Un même ADN masculin inconnu que l'on commence à recouper. Mais il n'est dans aucune base de données. Pas de casier, pas de fichier, rien. Le grêlé devient un fantôme. À la fin des années 80, plusieurs unités de police judiciaire commencent à faire le lien entre différentes affaires. Des viols parfois commis sur des adolescentes ou des jeunes femmes dans différents arrondissements de Paris ou en région parisienne. Des victimes ligotées, parfois violées sous la menace d'une arme, souvent dans des appartements ou des caves. Et surtout, le même ADN retrouvé à plusieurs reprises. Mais l'ADN à cette époque n'est pas encore centralisé. Il est collecté, archivé, mais ne parle à personne. Le tueur semble jouer avec les enquêteurs. 1995, un événement change la donne. La mise en place du FENAE, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Peu à peu, les ADN sont croisés. On découvre que l'ADN du meurtrier de Cécile Bloch est le même que celui d'au moins 3 autres agressions. Un tueur en série. Mais malgré cette avancée, aucune correspondance ne ressort. Le profil génétique reste muet. Ce n'est pas un repris de justice, pas un criminel fiché. Il ne s'agit pas d'un marginal. Ce qui commence à se dessiner, c'est le profil d'un homme intégré à la société, instruit, organisé, et surtout intouchable. Pendant ce temps, le grêlé disparaît des radars. Les agressions s'arrêtent brusquement. Silence radio. Certains policiers pensent qu'il est mort, d'autres qu'il est en prison pour autre chose. D'autres encore pensent qu'il a simplement changé de vie, abandonné ses crimes, recommencé ailleurs. Et si le grêlé vivait toujours parmi nous? Et s'il avait troqué les menottes de ses victimes pour celles d'un gendarme? Et s'il serrait chaque jour la main de ses collègues en dissimulant ses cicatrices sous un badge? Pendant plus de 25 ans, aucun nom, aucun visage ne colle au profil. Jusqu'à ce que l'enquête prenne un tournant inattendu grâce à une intuition et à une liste bien précise. Année 2010. L'affaire du grêlé n'est plus un simple dossier classé. C'est devenu un mystère national, une blessure ouverte dans l'histoire de la police française. Les enquêteurs ont tout tenté. Portrait robot mis à jour, recoupement ADN, profil psychologique. Rien n'aboutit. Jusqu'à ce qu'une idée émerge. Et si le tueur n'était pas un inconnu pour la police, mais l'un des leurs? Car le profil psychologique est clair. L'homme connaissait parfaitement les procédures. Il agissait avec un sang-froid professionnel. Il effaçait ses traces, savait éviter les pièges et frappait dans les zones qu'il maîtrisait.
En 2021, un nouveau groupe d'enquêteurs est constitué pour faire ce que personne n'avait osé avant: comparer l'ADN du grêlé à tous les hommes ayant travaillé dans les forces de l'ordre entre 1986 et 1984. Une liste de plus de 700 noms est établie: des anciens gendarmes, policiers, CRS, agents de sécurité. Les enquêteurs convoquent méthodiquement chacun d'eux pour un prélèvement ADN volontaire. Certains refusent, la plupart acceptent, et parmi eux, un nom attire l'attention. François Vérove, ancien gendarme mobile puis policier, actuellement à la retraite, vivant paisiblement avec sa femme dans le sud de la France. Jamais fiché, jamais soupçonné, père de famille respecté, impliqué dans la vie locale. Il reçoit une convocation, il doit se présenter dans quelques jours. Mais il ne viendra jamais. Le 29 septembre 2021, dans un petit appartement de Grau-du-Roi, dans l'Hérault, les gendarmes trouvent le corps de François Vérove, mort par suicide médicamenteux. Sur la table, une lettre, une confession. Il avoue avoir commis plusieurs crimes sans en préciser tous les détails. Il dit avoir été malade, pris par des pulsions, puis être parvenu à se reprendre. Il affirme avoir cessé ses actes au moment de fonder sa famille. Il écrit qu'il ne supportait plus de vivre avec ce secret, que la convocation avait tout réveillé. Les enquêteurs font l'analyse ADN du corps. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. L'ADN de François Vérove correspond parfaitement à celui du grêlé. 35 ans de mystère, résolus en une goutte de sang. Mais ce n'est pas une fin heureuse, car beaucoup de victimes ne connaîtront jamais justice. Et surtout, combien d'autres crimes François Vérove a-t-il pu commettre? Personne ne le sait encore. 35 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour mettre un nom, un visage, un passé sur celui qu'on appelait le grêlé. François Vérove est désormais identifié comme étant l'auteur du meurtre de Cécile Bloch, 11 ans en 1986, de plusieurs viols commis entre 1986 et 1984 sur des jeunes filles, des adolescentes, parfois des femmes majeures, de plusieurs intrusions dans des immeubles sécurisés avec un mode opératoire d'une précision chirurgicale. Mais au-delà des faits avérés, subsistent des zones d'ombre inquiétantes. Le problème, il est mort. Aucun interrogatoire possible, aucun aveu direct, et surtout, sa lettre de suicide est vague, presque aseptisée. Il y reconnaît certains actes, mais sans en donner le détail. Il parle d'actes monstrueux, de perte de contrôle, mais sans nommer ses victimes. Un dernier contrôle jusqu'au bout, comme s'il voulait avouer sans tout livrer. Les enquêteurs, eux, poursuivent le travail. Ils réexaminent plusieurs dossiers non résolus de l'époque: violences sur mineurs non élucidées, agressions sexuelles dans des immeubles similaires, meurtres aux circonstances proches entre Paris, l'Île-de-France et le sud de la France. Car François Vérove aurait pu faire plus de victimes qu'on ne le pense. Il aurait pu commencer plus tôt ou continuer plus tard. Mais sans témoignage, sans aveu, sans preuve ADN supplémentaire, l'histoire s'arrête là. Et dans les commissariats, dans les bureaux d'anciens enquêteurs devenus retraités, reste un goût amer. Le grêlé a été retrouvé, oui, mais il est mort libre. Il a vieilli, fondé une famille, voyagé. Pendant que d'autres, comme les parents de Cécile Bloch, ont vieilli dans la douleur, sans réponse, sans justice. Il aura fallu 35 ans, des dizaines d'enquêteurs, des centaines de dossiers rouverts, des portraits robots, des tests ADN à la chaîne, pour finalement découvrir que le monstre tant recherché portait un uniforme, qu'il serrait la main de ses collègues, qu'il rentrait chez lui embrasser ses enfants, qu'il dormait dans le même lit qu'un homme respectable. François Vérove est mort sans jugement, sans procès, sans confrontation. Il a contrôlé jusqu'au bout sa narration, sa fin, son image. Il laisse derrière lui une lettre, sans émotion, sans larmes, sans détails, et surtout des silences. Mais l'affaire du grêlé, c'est plus qu'un fait divers. C'est un miroir tendu à notre société. Un miroir qui pose des questions glaçantes. Combien d'hommes comme lui vivent encore dans les plis de nos institutions? Combien de victimes ne seront jamais identifiées parce qu'elles n'ont jamais parlé ou parce qu'elles ont été oubliées? Et que reste-t-il au fond quand la justice est contournée,
quand le monstre s'éteint sans répondre. Aujourd'hui encore, le visage de Cécile Bloch hante les couloirs de la mémoire collective. Celui d'une enfant à lunettes, au regard doux, qui n'a jamais eu la chance de devenir adulte. Et face à elle, le regard de pierre d'un homme dont les cicatrices d'acné sont devenues le symbole d'un mal invisible, celui qui se cache derrière les murs, les uniformes, les apparences. Le grêlé n'est plus un mystère, mais il reste une blessure.